aujourd'hui Uxmal. Donc pour rentrer à Uxmal, il vous en coûtera environ 25 €. Ouais, c'est un peu les tarifs, hein. Dans chaque Sekmaya, c'est entre 25 et 30 €. Là où j'ai payé le plus cher, ça reste quand même Chichén Itzá, où c'était 30 €. Donc voilà, pour 2-3 heures de visite, ça va. On rentre dans le site, on fait quelques dizaines de mètres, et bim, tout de suite l'énorme pyramide ronde, le joyau d'Uxmal, et ce pourquoi le site est particulièrement connu. Alors apparemment on peut aussi imiter le cri du Quetzal sur la pyramide, donc en frappant des mains. J'ai vu des gens qui venaient de faire ça, donc je vais essayer de faire pareil. C'est incroyable. Le bruit du Quetzal en frappant des mains, ça fonctionne aussi à Uxmal. La pyramide, elle est impressionnante quand même. Un temple dédié au dieu. Il fait chaud. Bon, a priori, il y a aussi eu pas mal de travaux de restauration de toute la pyramide, ça se voit. Puisque la particularité de Uxmal, c'est que c'est quand même un site maya super bien préservé. Donc là derrière moi, une entrée, une porte, une salle dont je ne maîtrise pas vraiment la fonction ni le terme exact. Alors le terme exact est la voûte en encorbellement, une technique que les Mayas ont souvent utilisée, comme vous pouvez le voir sur les exemples pris ici à Ekbalam, Palenque ou encore Copan. Ce type de voûte est construit avec des rangées de pierres qui se superposent. Comme le montre bien la photo de Copan, sur la droite, chaque rangée dépasse de la précédente jusqu'à ce que la voûte soit fermée au sommet avec la pierre dite de couronnement. Le tout formant une ouverture haute et triangulaire, que l'on va retrouver à d'autres endroits sur Terre, comme ici en Crimée, à Angkor Wat ou encore en Égypte, dans la pyramide rouge, ou encore en plein cœur de la grande pyramide du plateau de Gizeh, où la grande galerie est la plus longue jamais construite au monde grâce à ce procédé. 47 mètres de longueur tout de même. Cette technique ne permet pas de créer de larges ouvertures et elle mobilise d'énormes quantités de pierres tout en imposant de construire des murs d'assises assez épais pour supporter le poids de la voûte. Donc par rapport au volume de maçonnerie, les constructions offrent des espaces intérieurs d'une superficie réduite. Est-ce que toutes ces civilisations se sont influencées à travers le temps? Quand bien même du point de vue des archéologues, les Mayas sont restés isolés pendant près de 2000 ans? Ou est-ce que l'idée de la voûte en encorbellement est apparue simultanément à travers le monde, les humains se connectant parfois en même temps à la même source d'inspiration? Une des places principales d'Uxmal. Ça a de l'allure, et on voit, vous voyez derrière moi, là les murs, la rénovation qui a été faite, et on voit que tout ça est très récent, donc c'est cool. Au Mexique, ils s'occupent de leur site et de leur histoire. Une stèle avec les glyphes mayas qui viennent raconter ou l'histoire du lieu ou l'histoire des rois qui ont vécu ici. En termes de datation, donc l'origine ce serait le 6e siècle après JC, et avec une aura plus importante du 10e au 12e siècle après JC. Puis alors il y a des dizaines de petits oiseaux là qui piaillent. Ah, ça fait plaisir à entendre, ça piaille, ça piaille, ça piaille. Regardez les oiseaux. Tout en bas là, ce que vous voyez, les espèces de travées blanches, c'est encore une fois le jeu de balle. C'est le jeu de balle maya avec l'arceau là pour faire rentrer la balle. Ça devait être balèze la balle. Donc là on a un des trous qui est utilisé pour les jeux de balle, une espèce de panier en fait, comme au basket, pour faire passer le ballon. La balle de plutôt 2 à 3 kg qu'il fallait taper que des épaules et des hanches pour la
à faire rentrer à plusieurs mètres de haut. Sacré sportif. Et oui, de sacrés sportifs même, car à Chichén Itzá, par exemple, l'arceau se situe à plusieurs mètres de hauteur, comme vous pouvez le voir derrière moi sur la photo, et il fallait donc un sacré coup de hanche pour propulser la balle jusque là-haut. Pour info, le terrain de jeu de balle de Chichén Itzá est le plus grand du monde maya, 70 mètres de large pour 168 mètres de long, soit plus d'1 hectare de surface. Est donc plus grand en surface qu'un terrain de foot moderne. Cette énorme place ouverte ressemblerait presque à une place de marché, mais toute la surface était strictement dédiée au jeu de balle maya, bien évidemment, un jeu bien plus meurtrier que n'importe quel sport moderne, puisque l'équipe perdante était, semble-t-il, sacrifiée aux dieux. Et c'était les gagnants qui s'occupaient de la besogne en coupant la tête des perdants. Et comment on le sait? Eh bien parce que certains bas-reliefs de Chichén Itzá montrent un vainqueur tenant la tête coupée d'un perdant. Bon alors là au premier coup d'œil, vous ne le voyez pas forcément, c'est vrai. Donc je vais dégrossir l'image pour que vous y voyez le gagnant du jeu tenant un couteau dans sa main droite, couteau qui lui a servi à couper la tête du perdant qu'il tient dans la main gauche. Et comment on sait qu'il s'agit d'une tête fraîchement coupée? Eh bien parce que les sculpteurs se sont fait un malin plaisir de représenter le sang qui coule de la tête coupée. Vous verrez encore mieux si je vous le mets en rouge. Et du plus bel effet, n'est-ce pas? On peut dire que ces sculpteurs mayas avaient le sens de la mise en scène. Donc voilà ce qu'il fallait voir sur ce bas-relief de Chichén Itzá. Sympa comme coutume, non? Comme vous l'aurez compris, via ce rituel morbide, ce jeu allait bien au-delà du simple sport. Il s'agissait d'une question très sérieuse qui impliquait la perpétuation de l'État et la communication avec l'autre monde. Un terrain de jeu que vous retrouverez sur pratiquement tous les sites mayas, comme j'avais déjà pu vous le montrer à Koban ou Ekbalam par exemple. Un peu comme nos terrains de foot communaux qu'on le retrouve partout en France. Alors pour l'anecdote, il est possible de voir une variante de ce jeu de balle dans une toute autre partie du Mexique, dans l'état de Michoacán, là où vit le peuple Purépecha, au niveau de l'ovale jaune indiqué par la flèche à gauche. Le jeu de balle Purépecha est une tradition vieille de plus de 3500 ans, donc aussi vieille que les Mayas, voire plus ancienne, où le symbolique et le mythique ont pris le pas sur ce qui pourrait être considéré comme une simple activité sociale et récréative. Ainsi, selon cette légende, cette activité qui se joue fréquemment avec une boule de chiffon appelée Zapandukua a été créée lorsque la naissance de la planète Mars aurait déclenché des catastrophes naturelles contre la Terre. Anton Parks parlant, lui, de la naissance de la planète Vénus il y a environ 5300 ans. Peut-être y a-t-il un rapport entre les deux? Cette pratique s'est donc perpétuée sur des centaines de générations et continue à être pratiquée aujourd'hui, comme vous pouvez le voir sur ces images. Ce jeu se joue parfois sur un terrain, mais aussi sur la route. La balle en bois est entourée de lanières en coton, ce qui fait qu'on peut facilement y mettre le feu, rajoutant un peu de piment à la partie. Et pour le spectateur voisin aussi, quand il se prend la balle dans la tronche, voilà. Les joueurs doivent attraper la balle avec un bâton en forme de L, rappelant le jeu moderne de crosse. Contrairement à celui des Mayas, l'objectif est d'amener le ballon vers le but du terrain adverse en le frappant avec la crosse. Alors pour revenir au jeu de balle des Mayas, il se trouve qu'en espagnol, jeu de balle signifie juego de pelota, un terme de pelota qui peut faire penser à un autre jeu de pelota, ou plutôt de pelote, que l'on retrouve de l'autre côté de l'Atlantique, au niveau du Pays Basque. Alors évidemment, le terme de pelote vient très certainement du mot espagnol pelota, qui signifie balle, et il se trouverait que la pelote pratiquée par les Basques aurait une origine qui, d'après les spécialistes, se perdrait dans le temps. En effet, les coutumes et traditions basques s'étant transmises oralement, il n'y a pas d'écrit décrivant historiquement les jeux de pelote pratiqués au Pays Basque. Le plus vieux jeu de pelote que les Basques connaîtraient directement serait celui pratiqué sur de grandes esplanades couvertes d'herbes, souvent proches de sites mégalithiques, comme le montre le dessin à l'écran de mon ami Florent Humbert. Je ne vais bien évidemment pas jusqu'à affirmer que la pelote basque et le jeu de balle pratiqué par les Mayas sont identiques, vous me connaissez, mais je laisse la question en suspens.
Au-delà du fait que ces deux jeux soient très anciens, les deux se pratiquent avec une balle de caoutchouc que doivent se renvoyer deux équipes avec un mur en support pour faire rebondir la balle. Chez les Basques, ils utilisent une chistera pour attraper la balle, tandis que chez les Mayas, il faut faire passer la balle dans un anneau en pierre. Dans les deux cas, lorsqu'une des deux équipes ne peut pas renvoyer la balle, elle perd le point. Mon hypothèse personnelle est la suivante. Est-ce que ces deux jeux pourraient avoir une très lointaine origine commune qui pourrait provenir d'une certaine civilisation disparue du côté des Açores il y a quelques 13 000 ans? Je serais tenté de dire « Attention Maurice, tu t'avances peut-être un peu trop ». Certes. Alors regardons d'autres potentielles similitudes et notamment l'étrange coïncidence du système de comptage en base 20 de part et d'autre de l'Atlantique, là encore, à la fois chez les Mayas, mais également au Pays Basque et dans la langue française. Et oui, pourquoi croyez-vous que l'on dise 80 et pas 80? Alors je vais commencer par vous montrer ce qu'est le système de comptage Maya en base 20 pour vous rendre compte de l'intelligence du système. Les Mayas comptaient avec des points et des barres. Un point égale une unité, 2 points, 2 unités, etc. jusqu'à 5 qui est représenté par une barre. Puis la barre plus un point, ça nous fait 6, etc. 7, 8, 9 jusqu'à 10 représentés par 2 barres horizontales. Maintenant, je pense que vous avez compris le principe. Je vous ai mis ici les chiffres jusqu'à 19, donc des points et des barres pour compter. Rien de très sorcier, me direz-vous. Mais il se trouve que les Mayas avaient également inventé le concept du zéro, symbolisé ici en haut à gauche par une coquille. Quand l'Occident a dû attendre le Moyen-Âge pour hériter du zéro des Arabes, qui le tenaient eux-mêmes de l'Inde, ça faisait déjà plusieurs siècles que les Mayas l'utilisaient. Donc comment les Mayas ont-ils eu connaissance du zéro? Pour le moment mystère, les spécialistes disent simplement qu'ils l'ont trouvé et inventé. Bon voilà. On poursuit. Comme vous le voyez sur les exemples de 1 à 19 ci-dessus, les Mayas organisent les nombres en colonnes avec les unités à la base. Je vous agrandis le chiffre 19 pour vous remontrer un exemple. Donc pour arriver à 19, on a 3 barres qui valent 5 chacune, plus 4 points. Donc on ajoute 5 plus 5 plus 5 plus 4 égale 19. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui monsieur. Très bien Maurice. Bon, je poursuis. Admettons qu'on veuille écrire le nombre 18019, complètement pris au hasard. Pour y parvenir, les Mayas superposaient au-dessus du 19 une coquille qui vaut 0, une barre qui vaut 5 et 2 points qui valent 2. Mais comment ça, Maurice? Comment ça tu arrives à 18019 avec un 0, un 5 et un 2? Eh bien, c'est parce que les Mayas utilisaient un système basé sur 20 et sur les multiples de 20. Un système qui symboliserait nos 10 doigts et nos 10 orteils. Nous, on a une base 10 et eux, ils avaient une base 20. Donc en bas à gauche de l'image, en partant du 19, tous les chiffres au-dessus sont à multiplier par 20 ou par un multiple de 20, ce qui nous donne pour l'exemple 19 fois 1 égale 19, 0 fois 20 égale 0, 5 fois 400 égale 2000, puisque 400 étant 20 fois 20, et enfin 2 fois 8000 égale 16000, puisque 8000 est 20 fois 20 fois 20. Comme dirait l'autre, tin 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 tin, tin 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 tin. Le compte est bon et on a donc nos 18019. Un système de comptage simple, efficace, plutôt facile à retenir et un système qui leur permettait surtout de calculer des chiffres en millions pour leur fameux calendrier au pluriel. Donc voilà pour la petite démonstration mathématique du jour qui j'espère ne vous a pas trop fait mal à la tête. Maintenant, si je reprends ma carte du monde, par une étrange coïncidence, vous disais-je, ce système de comptage en base 20 se retrouve à plusieurs milliers de kilomètres à l'est du Yucatan, dans la langue basque, dans la langue française, mais également dans le danois, l'albanais ou encore dans les langues celtiques des îles britanniques. Certains linguistes émettent l'hypothèse que l'origine de cette manière de compter viendrait du premier peuple qui aurait colonisé l'Europe après la dernière glaciation, il y a de cela environ 15 000 ans, depuis l'actuel Pays basque.
Tiens donc. Ce système aurait par la suite été emprunté par les Celtes lors de leur invasion de la Gaule et ensuite utilisé en ancien français. Ça ne date donc pas d'hier que l'on dit 80 en France. Bah oui, mais ces premières populations qui seraient arrivées au Pays Basque il y a 15 000 ans, elles venaient d'où, elles, à l'origine? Ne pourrait-on pas imaginer une origine commune à cette particularité de comptage? Une origine issue d'une lointaine civilisation qui aurait existé dans l'océan Atlantique, qu'on pourrait par exemple appeler Atlantide, qui aurait été détruite il y a environ 13 000 ans par je ne sais quel cataclysme, et dont les rescapés se seraient ensuite réfugiés de part et d'autre de l'océan, emmenant avec eux leur précieux savoir. Par exemple le système de comptage en base 20, ou alors un jeu de balles qui se serait transformé au fil des millénaires, générant au bout du compte deux versions différentes d'un même jeu à l'origine. Pour ce qui est de la base 20, on pourra me rétorquer bah non, l'être humain s'est simplement servi de ses 10 doigts et de ses 10 orteils pour compter, pas besoin d'y voir une origine atlante là-dedans. Certes, j'en conviens. Mais alors que penser de cette autre similarité, existante là encore de part et d'autre de l'océan Atlantique, avec cette particule Atl, qui se retrouve dans le nom de Quetzalcoatl, le dieu serpent à plumes des Aztèques, mais qui se retrouve aussi dans la montagne de l'Atlas au Maroc, au nord de l'Afrique, où des légendes berbères évoqueraient de lointains ancêtres venus il y a de cela très longtemps de l'océan Atlantique suite à la destruction d'un continent légendaire appelé Atlantide. Est-ce qu'on a une petite idée de la signification de ces trois lettres ATL? Alors oui, on en trouve une dans la langue nahuatl, la langue qui était parlée par les Aztèques et qui est toujours parlée aujourd'hui au Mexique. En nahuatl, donc, atl signifie eau. L'exemple le plus parlant pour vérifier cela se trouve dans la boisson d'origine aztèque à base de cacao, appelée chocoatl, qui est une combinaison des mots choco, qui signifie amer, et de atl qui signifie eau. Ce qui nous donne une eau ou une boisson amère à base de fèves de cacao, ce terme de chocoatl étant l'une des origines probables du terme chocolat. Voilà, j'avais envie de vous évoquer cette coïncidence linguistique étrange avec ces trois lettres A, T et L qui reviennent dans les mots de part et d'autre de l'Atlantique, tout comme le système de comptage en base 20, ou encore le jeu de balles pratiqué par les Mayas et les Basques. Alors est-ce que des rescapés atlantes auraient pu influencer les civilisations en Mésoamérique, mais également en Europe de l'Ouest et en Afrique du Nord? Mystère. Et encore, je n'ai même pas parlé des pyramides mayas ou aztèques et des pyramides en Égypte. Je sais que tout cela peut paraître complètement abracadabrantesque, expliqué comme ça, mais pourquoi pas après tout? Je ferme maintenant cette parenthèse et on en revient à la visite du site d'Uxmal que j'ai délaissé depuis, quelques 10 bonnes minutes maintenant. Alors voilà ce qu'ils appellent la grande pyramide, donc elle mesure 30 mètres. Donc un peu moins haute que la pyramide elliptique de l'entrée du site. Donc là une petite vue sympa d'un des points hauts du site. Ah bah si, on voit que quand même ils pouvaient déplacer des gros blocs, je dirais 2 ou 3 tonnes, avec une mégalithique. Bon gros iguane. Ah c'est ça, lève la tête. C'est déjà plus frais sous les colonnes. Toujours cette, regardez, cette architecture. Voilà, le tour d'Uxmal se termine. Environ une petite heure et demie pour faire tranquillement tout le tour. Il est temps d'aller manger un guacamole, bien sûr. Donc là, je suis dans le petit resto du site d'Uxmal. Et il y a tout un groupe de gens qui sont venus méditer, chanter. Ils sont habillés beaucoup en jaune, que des Mexicains. Et alors la façade en face, regardez ça. Qu'est-ce que c'est que ces deux êtres à droite là? Des extraterrestres, non. Des humains avec des masques, oui. Et à gauche, deux humains qui ont des espèces de trompettes géantes avec des crânes allongés artificiels.
la pyramide d'Uxmal à droite et l'anneau du jeu de balle de tous les sites mayas. C'est assez bluffant quoi. Un guacamole, bien sûr.